Si je vous dis Ninkasi, Ninkasi, vous me répondez quoi? Alors évidemment, ceux qui vivent en région Rhône-Alpes, mais aussi à Rennes et aussi dans le Nord, bref, un peu partout en France, mais pas à Paris, vont vous dire que le Ninkasi, ce sont des brasseries où on mange des burgers, on boit de la bière, on fait de belles rencontres, on est entre amis de 7 à 77 ans. Bref, Ninkasi, si vous ne connaissez pas, c'est ce que l'on appelle une love brand, à savoir une marque que l'on adore. Et bien justement, ça tombe bien, Jean-François Granat, le gon de la com, m'a permis de rencontrer Charlotte Crozier, la directrice de la communication de Ninkasi. Dans cette première partie d'épisode, elle va vous raconter comment cette marque est devenue une fameuse love brand. Voilà, je le dis à l'américaine, ça fait plus brancher. Et vous verrez que c'est absolument passionnant, car nous sommes au confluent, je dirais même au brassage, de la culture, de la bouffe et bien évidemment de la communication. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et si je n'ai pas eu le plaisir encore de déjeuner ou de dîner au Ninkasi, j'ai eu le très très grand plaisir de déguster leurs produits liquides. Je m'explique, leurs bières sont absolument délicieuses. Alors évidemment, à consommer avec modération, je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie de Charlotte Crozier, la DIRCOM de Ninkasi. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Jean-François. Bonjour Laurent. Comment ça va? Très bien, et toi? Très très bien, merci de m'accueillir à Lyon. Et on commence d'emblée. Alors moi qui adore la musique, qui adore la bière, qui adore manger, qu'est-ce que je te dise? Je te remercie parce que nous sommes où et avec qui? Dis-nous tout. Écoute Laurent, nous sommes chez Ninkasi, qui est une brasserie lyonnaise, mais tu vas en savoir plus parce que nous accueillons au micro Charlotte Crozier, qui est la directrice communication de Ninkasi. Donc on va parler burger, on va parler bière, on va parler whisky, on va parler gin, et puis on va parler musique surtout, toi qui es un fan de grande musique. Et en plus on est juste sous un magnifique poster avec Muse, donc un petit groupe qui a commencé il y a quelques années, qui a fait une petite carrière, qui continue tranquillement sa petite carrière. Charlotte, merci de nous accueillir. Merci Jean-François, merci Laurent de m'accueillir. Merci à toi de nous accueillir, surtout parce qu'on est au siège social du Ninkasi. Alors c'est magnifique, sincèrement. Il y a un côté très salle de concert et en même temps fooding. Bref, on va parler de tout ça, mais tiens, Charlotte, est-ce que tu peux, s'il te plaît, présenter Ninkasi pour les Parisiens comme moi ou les personnes qui ne sont pas lyonnaises, qui ne sont pas montpelliéraines, qui ne sont pas à Besançon, ni aux alentours de Lille, où il n'y a pas encore de Ninkasi. Peux-tu, s'il te plaît, présenter cette belle maison dont tu es la DIRCOM? Oui, avec grand plaisir. Alors, Ninkasi, c'est une brasserie-distillerie née en 1997, créée par Christophe Fargier, qui est toujours le président du groupe. Au départ, l'idée de Christophe, c'était de reproduire ce qu'il avait découvert aux États-Unis, c'est-à-dire les brewpubs, qui étaient donc des pubs où la bière était brassée sur place, où il y avait des concerts et où il y avait des burgers bistronomiques, comme on dit maintenant. Son idée dans les années 90 était assez novatrice, dans la mesure où en France, la bière, c'était des bières lager, blondes, très légères, internationales, dont on ne citera pas le nom, mais il n'y avait pas eu l'histoire de la bière craft, de l'essor de toutes ces microbrasseries qui est arrivée après, dans les années 2000 et 2010. Côté burger, en France, c'est pareil, c'était Quick et McDo à l'époque. Il n'y avait pas eu encore cette émergence du burger bistronomique qu'on retrouve maintenant aussi bien dans les fast-food que dans les restaurants étoilés. Et côté musique, on allait voir des groupes dans des salles de concert, mais il y avait peu de musique live. Donc les Ninkasi est né de cette idée-là, de créer un lieu que Christophe aurait aimé avoir en tant qu'étudiant et en tant que jeune. Donc il est allé se former aux États-Unis au métier de brasseur et il est revenu en France pour ouvrir au Ninkasi Gerland à Lyon, un lieu de brassage. Et l'histoire dit que donc c'est après son bac qu'il va aux États-Unis, il rencontre le fameux Kurt, si j'ai bien compris. Ils ouvrent, ils reviennent à Lyon, juste avant la Coupe du Monde, et la Coupe du Monde sauve le premier Ninkasi, si j'ai bien compris. Exactement. En fait, en 1997, à Lyon, Gerland, c'était une warp zone. C'était en dehors de la ville, le métro s'arrêtait à Jean Massé, donc n'allez pas jusqu'à ce lieu-là. Il n'y avait rien dans le quartier, à part le stade, situé juste en face. Et du coup, la première année, ça a été très compliqué, de faire connaître le lieu, de faire goûter des bières aux gens qui n'avaient pas l'habitude de goûter. Christophe dit souvent que la première année, il y a un paquet de clients qui lui ont dit « mais elles sont dégueulasses ces bières ».
parce que justement, c'était des bières amères avec du goût et que les palais n'étaient plus habitués à ces goûts-là. Et ce qui a sauvé effectivement le Ninkasi 1 an après son ouverture, sinon il aurait certainement déposé le bilan, c'est la Coupe du Monde de foot où certains matchs avaient lieu juste en face. Et donc, ça a permis de faire connaître le lieu aux Lyonnais qui sont venus voir les matchs pour lesquels ils n'avaient pas de billets. Aujourd'hui, on peut dire que le Ninkasi, c'est un vrai succès parce que c'est presque une trentaine de restaurants aujourd'hui. Et puis des produits qu'on trouve aussi dans les supermarchés. Donc c'est vraiment une gamme très très large. Oui, Ninkasi a bien grandi depuis 1997 puisque Ninkasi a désormais 28 ans. On a 26 bars-restaurants situés un peu partout en France, même si la majorité est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nos bières sont désormais distribuées dans toutes les grandes et moyennes surfaces de France. Et on porte également un projet culturel autour de la musique puisque ça fait partie de notre ADN depuis le départ. Vous avez même d'ailleurs créé un fonds de dotation, je crois, sur la musique pour aider justement tout l'aspect culture que l'on peut retrouver dans les Ninkasi. Exactement. En fait, quand on dit le brassage, on aime la polysémie de ce mot, c'est-à-dire bien le brassage qui est notre métier de brasseur avant tout, mais aussi le brassage des gens, des cultures. Et on est persuadé que c'est cette diversité, cette création de liens sociaux qui fait avancer et évoluer la société. Et pour que ce soit pas juste des mots, mais qu'on puisse être acteur de la cité, on a décidé de créer en 2019 un fonds de dotation qui récolte du coup des dons de la part d'entreprises mécènes et le premier mécène est l'entreprise Ninkasi et ce fonds de dotation aide divers sujets. Le premier étant de soutenir l'association Ninkasi Music Lab qui aide des artistes musiciens émergents à se professionnaliser davantage avec l'objectif qu'ils arrivent à vivre pleinement de la musique et pas juste à mi-temps. Donc, ce sont des artistes qui viennent jouer dans les restaurants ? C'est chaque année, le Ninkasi Music Lab a une promotion de 12 artistes qui sont accompagnés pendant 2 ans dans cette pépinière. Ils sont formés sur les domaines un peu artistiques si besoin, juridiques, réseaux sociaux, com, etc. pour arriver à structurer leurs projets artistiques. Et ils sont programmés dans toutes nos salles, dans nos Ninkasi, mais également sur tous nos partenaires festivals à travers la France. Et ça donne des super jolies histoires parce qu'on accompagne des artistes qui ont souvent joué dans des bars, restaurants ou des salles de moins de 100 personnes et qui se retrouvent dans des premières de grands festivals comme les 24 heures de l'INSA ou Jazz à Vienne à jouer devant des milliers de personnes. D'ailleurs, ça rejoint votre raison d'être, parce que j'ai vu que vous étiez une entreprise à mission aussi, avec une raison d'être qui est, si je ne me trompe pas, libre de brasser toutes les cultures. Ça fait plaisir de voir une raison d'être qui soit autre chose qu'on veut être le leader du marché, qui n'est pas, on est bien d'accord, qui n'est pas une vraie raison d'être. Mais là, vous avez vraiment une vraie raison d'être. Comment est-ce que vous avez travaillé ça et comment vous la vivez au quotidien ? Alors, cette raison d'être, pour qu'elle fasse sens, elle est née et a été créée par les collaborateurs. Ninkasi ayant beaucoup grandi, en 2021, quand je suis arrivée, il y avait besoin d'avoir une bannière commune qui rassemble tout le monde autour de Ninkasi et du projet Ninkasi, sachant qu'on a des gens qui travaillent à la brasserie, des gens qui travaillent au siège, des gens qui travaillent dans nos établissements. Donc, on a une diversité des publics en interne et des parties prenantes en externe. Il fallait qu'on ait une bannière qui rassemble tout le monde. Donc, ça a été fait avec des ateliers d'intelligence collective lors d'un séminaire pendant 2 jours. Et chaque mot a été bien pensé, bien pesé, mais il fallait que tout le monde puisse se reconnaître dans cette raison d'être puisqu'elle doit porter les gens au quotidien. Cette raison d'être, elle est portée par plein de gens, comme tu disais. Et des gens qui ont des métiers qui n'ont strictement rien à voir. C'est-à-dire que les gens de bureau ne sont pas nécessairement les gens peut-être de la technique, encore moins du service, encore moins les brewers, comme on dirait. Comment ils l'apprennent ? Parce que un atelier collectif, c'est super. Tout le monde est plus ou moins d'accord et puis on arrive à tirer quelque chose. Mais ils la vivent vraiment, c'est vraiment la maison, c'est le vrai ADN de la maison 100% Ninkasi pour tout le monde ? Oui, complètement. J'en veux pour preuve 2 choses. La première, c'est que on a un parcours d'intégration très complet au Ninkasi. Et lors de ce parcours d'intégration, je présente la raison d'être, la plateforme de marque. Et à chaque fois, j'interroge toutes les parties prenantes présentes à ces formations. Donc, c'est les collaborateurs qui sont arrivés les 6 derniers mois. Est-ce que je leur dis ils le vivent sur leur site, ils le vivent à la brasserie, ils le vivent dans les bureaux, ou est-ce qu'ils trouvent que ça dissonne ? Moi, ça me permet au quotidien, tous les mois, parce que c'est 1 fois par mois cette formation d'intégration, de vérifier et de prendre le pouls sur ce qu'on a écrit il y a 4 ans. Est-ce que c'est toujours valable ? Est-ce que c'est toujours ce qu'ils vivent au quotidien dans leur métier ? Donc ça,
pour l'instant, je suis toujours aussi agréablement surprise de me rendre compte que ça ne dissonne pas et que c'est toujours en cohérence avec ce qu'ils vivent. Et le deuxième point, c'est qu'on fait un baromètre annuel où on interroge les collaborateurs pour savoir si tout ce qu'on raconte a du sens et s'ils se reconnaissent dans le projet Ninkasi. On a un turnover sur la partie bureau, justement, ou la partie brasserie qui est très, très faible au Ninkasi. On a des gens qui sont très engagés dans le projet et qui viennent pour le projet de l'entreprise. Alors ça, je n'en doute pas, parce que finalement, c'est une maison culturelle au sens le plus noble du terme, le fameux lieu de brassage. Et tu le disais très justement, Jean-François, pour une fois qu'on n'a pas une tagline à 2 balles ou une fameuse entreprise à mission, comme tu le dis justement, où on veut être leader du marché. Bon, tout ce bullshit depuis quelques années que je ne supporte absolument pas, mais là, pour une fois, c'est réellement porté. En matière de recrutement, je viens de la marque employeur initialement, désolé, l'image employeur, pardonne-moi Jean-François, mais les personnes qui sont à la restauration, là j'imagine que c'est beaucoup plus difficile que dans les bureaux, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il y a 0 turnover parce que la maison est quasi magique? Non, c'est pas magique. On est comme toute la restauration, on a un turnover dans les établissements qui est quasiment de 98% sur les postes de cuisiniers et de serveurs, c'est-à-dire que chaque année ça tourne. Sur les postes d'encadrant, on a de manager et de directeur, on a très très peu de turnover et une grande fidélité. Néanmoins, chaque année, on prend le pouls auprès des équipes pour savoir si ce qu'on raconte, elles le vivent. Et oui, elles le vivent. Mais souvent, elles viennent à Ninkasi pour se former ou pour la qualité des conditions de travail, parce que pour ne pas que ce soit que du blabla, on essaye vraiment d'apporter une plus-value, même dans les métiers difficiles de la restauration. Par exemple, chez nous, il n'y a pas de coupure. C'est-à-dire que les gens, ils sont soit du matin, et ils font le service midi, soit du soir, ils font le service du soir. On leur demande pas de faire les 2 services en ayant un trou au milieu. C'est des choses qui sont très concrètes et qui font qu'on n'a pas de problème à recruter. Néanmoins, le turnover dans la restauration, il est inévitable parce que les gens veulent avoir d'autres expériences dans d'autres établissements de restauration, déménagent. On a aussi une grande population pour qui c'est un job alimentaire, les étudiants, et qui font ça en part-time à côté. Donc, on a un turnover qui reste celui du secteur. Et comment tu fais pour garder cette unité à travers des lieux qui sont complètement différents, entre Lyon, Rouen, Lille, Montpellier, et garder l'unité de l'image et de l'ambiance et de la culture Ninkasi? Alors ça passe par les encadrants. Clairement, ils doivent faire vivre au quotidien l'esprit Ninkasi. C'est pour ça que le fait, dans nos succursales, parce que sur nos 26 établissements, on a 7 succursales et tout le reste, c'est des franchisés. Donc, sur nos établissements en propre, ils font le parcours d'intégration, qui reste chez nous 6 mois, 1 an ou 10. Ils font le parcours d'intégration pour vraiment connaître la culture de l'entreprise. Et après, on a des managers et des directeurs dans nos établissements succursales qui sont formidables et qui font vivre au quotidien ce qu'est le projet Ninkasi, qui sont là depuis des années et qui du coup font vivre ça, quel que soit le turnover et quelles que soient les équipes qui tournent dans leurs établissements. Sur la partie franchisée, juste après, je déjeune avec nos nouveaux franchisés de Rennes qui ouvriront en février prochain et ils sont chez nous depuis 2 mois. Ça fait 2 mois qu'ils sont en immersion dans nos sites écoles à Lyon pour justement vivre au quotidien, bien sûr, tous les process de notre concept bière, burger, musique, mais aussi pour découvrir et faire vivre la culture Ninkasi après dans leur point de vente. Dans ton scope de responsabilité, tu as la com interne, la com externe. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur tes missions et comment tu animes ça au quotidien? Alors sur la com externe, j'avais envie de dire, ça a été assez simple. C'était quelque chose qui était déjà en cours. J'ai juste reposé la stratégie de communication quand je suis arrivée. Chez Ninkasi, on a fait le choix d'investir principalement dans nos outils de production et pas dans le marketing et la com. Donc en fait, j'utilise des leviers qui sont très frugaux pour ne pas dépenser trop d'argent publicitaire. On a une marque média, par exemple, qui s'appelle Ninkasi Stories, où on a 7 programmes. On travaille énormément sur la partie relations publiques et énormément sur la partie digitale, réseaux sociaux. Et sur la communication interne, on a mis en place, suite à un audit marque employeur que j'ai fait en arrivant, puisque ça faisait partie de mes missions et de ce qu'on m'avait demandé au départ, j'ai profité un peu de mon rapport d'étonnement en arrivant pour conduire un audit marque employeur, poser une stratégie marque employeur, et donc la com interne est un des outils de la marque employeur, puisque on s'occupe de communiquer aux collaborateurs quand il est présent dans l'entreprise, donc pendant son temps. Donc on a mis en place la com interne à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que Ninkasi Story? Tu viens d'en parler. J'ai pas très bien compris ce que c'était. J'imagine que c'est des réseaux sociaux de la com digitale. Alors, Ninkasi Stories, c'est le média curieux, gourmand et engagé de Ninkasi.
Donc, c'est notre marque média. C'est un outil qu'on utilise pour parler un peu de la richesse et de la diversité de nos produits, de notre projet culturel, etc. Donc, il y a 7 programmes qui sont diffusés sur les réseaux sociaux avec des thématiques différentes. Notre programme qui cartonne le plus, c'est un programme qui s'appelle Change et qui va à la rencontre des initiatives inspirantes. Par exemple, sur 2025, on avait un fil rouge, c'était la jeunesse. Et donc, toute l'année, on allait à la rencontre des jeunes, à la rencontre d'experts et de professionnels sur différentes thématiques qui concernent la jeunesse, que ce soit l'écologie, le travail, pour essayer un peu de débunker toutes ces clichés et caricatures qui sont faits sur la Gen Z. Et tous ces contenus, ils sont produits par toi et ton équipe, ou est-ce que c'est produit par vos différents franchisés ou des différentes succursales ? Alors non, la spécificité de Ninkasi, c'est que c'est produit intégralement par mon équipe. On internalise quasiment tout à la com au Ninkasi. Donc Ninkasi Stories, il y a un seul programme où on travaille en collaboration avec un journaliste indépendant. Les 6 autres programmes sont pré-produits, écrits, produits, tournés, montés, post-produits, diffusés, sponsorisés en interne par Ninkasi. Et ton équipe, c'est combien de personnes justement à la communication et aussi pour ce média ? C'est une dizaine de personnes. D'accord, tu peux nous en parler un petit peu plus parce que sincèrement, je pense que peu de gens imaginent qu'il y ait autant de gens, autant de professionnels dans le service communication et marketing digital, parce qu'on va aussi parler de toutes les nombreuses casquettes que tu as. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu les profils que tu as dans ton équipe ? Alors, dans mon équipe, il y a un studio de création déjà, puisqu'on fait tout en interne. Donc, j'ai un directeur de création, un réalisateur, monteur et une graphiste. Ils sont 3. Côté contenu et réseaux sociaux, il y a 3 personnes. Une responsable content et social media, un responsable content qui s'occupe principalement de Ninkasi Stories et une community manager qui s'occupe de coordonner toute la gestion des avis clients et des réseaux sociaux et de la modération des réseaux sociaux. Après, j'ai une équipe sur la partie marketing digital avec une responsable acquisition de trafic qui va gérer toute la partie publicitaire et une chef de projet CRM qui gère toute la partie CRM, newsletter, marketing direct, etc. Et enfin, j'ai une équipe chargée de com et assistante marketing opérationnelle qui, là, sont pour des plans de com pour tous nos établissements spécifiques, locaux, s'assurer que tout ce qui est PLV, ILV dans les établissements sont en ligne, faire des communications spécifiques pour un événement local, etc. et qui accompagnent le réseau sur ces sujets-là. Et dans les magasins, parce que les produits Ninkasi, les bières Ninkasi, on les trouve aussi dans les supermarchés, comme tu disais tout à l'heure. Là aussi, c'est ton équipe qui s'occupe de ça et vous travaillez sur tout ce qui est PLV et actions promotionnelles dans les supermarchés. Exactement, on travaille tout le packaging déjà, c'est fait en interne par mon équipe, tout le design des étiquettes, des bouteilles, et après toute l'activation marketing est pensée et faite aussi dans mon service. Et la partie concert, c'est aussi une de tes missions ? Oui, alors la partie concert, on a une responsable com qui est dans l'équipe musique mais qui travaille étroitement avec mon équipe et qui gère toute la communication de tous nos concerts et événements, animations musicales dans les Ninkasi. Tu es en train de nous parler de l'internalisation qui n'est pas née hier, ça fait une quinzaine d'années. Moi qui ai une agence depuis 15 ans et qui travaille dans ce métier depuis 25 ans par le plus grand des hasards, par hasard et par hasard comme disait Gainsbourg, pour faire une note musicale. Toi qui as beaucoup travaillé en agence, tu as fait à une période de ta vie beaucoup d'allers-retours entre agences, des grandes agences, McCann, tu as commencé stagiaire chez Publicis, j'imagine. Tu as été directrice générale chez Inside, donc tu as vraiment fait l'aller-retour agence-annonceur. Cette internalisation des agences, qu'est-ce que tu en penses, sincèrement, Charlotte ? Alors franchement, moi je pense pas qu'on serait capable de produire autant de choses sur des sujets aussi divers qui vont du PAC à la com, au RP, etc. si c'était pas internalisé pour le même budget. Néanmoins, on vit pas en vase clos et on a besoin de temps en temps de s'aérer la tête, de prendre conseil à l'extérieur. Quand on a rafraîchi notre territoire de communication suite à la remise à plat de la plateforme de marque en 2001, on s'est fait accompagner parce qu'on avait besoin d'un regard extérieur parce que évidemment, on n'est pas dupe, on se rend bien compte qu'on a le nez dans le guidon et que parfois on a besoin d'avoir un regard extérieur. Donc on se fait accompagner ponctuellement d'agences de communication ou de consultants freelance, etc. Pour nous nourrir. Est-ce que c'est pas tout simplement la fin des agences ? Des petites structures comme la mienne, comme Maverick, on est 7. Je te pose une question qui est vraiment très dure parce que je vois ça arriver depuis 15 ans. Ça date pas d'hier, de fait. Si tu rajoutes l'IA, tout le monde internalise. Et tu as raison, parce que tu ne pourrais pas investir autant si tout était donné à l'extérieur. Et ça, je trouve que tu as 100 fois raison. C'est le chef d'entreprise qui parle. Mais est-ce que c'est pas finalement la mort des petites agences ? Non, je crois pas. Je crois qu'en fait, quand on a une entreprise,
qu'on est chez l'annonceur, c'est une question de choix en fonction de où on veut mettre ses moyens et de comment on veut travailler. Moi, j'ai eu des clients, quand j'étais en agence, qui avaient fait le choix de n'avoir que 2 personnes à la com, en gros une directrice marque et une brand manager, et de tout externaliser et d'avoir une espèce de pool d'agence. Voilà, d'équipes dédiées. Moi, j'ai fait partie d'équipes dédiées à un annonceur quand j'étais chez Ogilvy notamment. Et c'est un choix. J'ai aussi travaillé, quand j'étais chez InSign, pour des plus petites entreprises PME de la région qui n'avaient pas les moyens humains, ne souhaitaient pas investir autant parce qu'elles avaient un besoin ponctuel, là en l'occurrence de naming, branding, refonte du site internet, etc., qui était un besoin ponctuel sur une année, qui ne nécessitait pas d'embaucher quelqu'un ou une équipe en tout cas à plein temps qu'on allait devoir nourrir avec peu de choses finalement après. Donc je pense que c'est vraiment une question de choix des entreprises en fonction de leurs problématiques. Mais je ne pense pas que ce soit la mort des agences. Par contre, je pense que maintenant, il y a le choix entre l'internalisation ou l'externalisation en agence, quoi. Ce qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, justement, toi qui es aussi directeur marketing et communication dans l'industrie B2B, donc un vrai professionnel de la com, côté annonceur aussi? Ouais, moi je rejoins ce qu'a dit Charlotte. Moi j'ai vécu dans des entreprises où on avait internalisé une partie créa et des entreprises où on externalisait tout. Je pense que c'est à faire au cas par cas en fonction des besoins de l'entreprise. Moi, l'entreprise auquel je pense où on avait tout internalisé, c'est on faisait beaucoup de communication pour nos clients. C'est-à-dire que ça faisait partie des services qu'on offrait à nos clients. C'est-à-dire qu'ils pouvaient bénéficier du service du studio intégré pour faire leur campagne de promotion, etc. Ça, c'était un des services qu'on leur offrait. Donc là, c'était absolument impossible de faire ça en étant externalisé. Mais en étant internalisé, on avait une productivité et une capacité de création qui était assez forte. L'inconvénient, je dirais, de l'internalisation, c'est qu'il faut arriver à nourrir la créativité d'un studio, par exemple. Donc nous, ça marchait bien parce que du coup, le studio fonctionnait à la fois pour nous ou pour les clients. Donc, il était libre chaque fois d'avoir des chartes graphiques différentes, des idées différentes, de mettre en place des idées qu'il n'aurait pas pu appliquer chez nous, mais qu'il pouvait appliquer chez les clients. Donc, ça permettait de garder cette créativité et cette ouverture d'esprit. Après, un studio 100% dédié à une seule marque, je pense que c'est un peu compliqué, peut-être, Charlotte pourra peut-être nous le dire, mais de garder cette créativité, d'avoir des idées nouvelles. J'en veux l'exemple, quand j'étais sur la région de Nice, il y avait le studio de design de Toyota qui est à Sophia Antipolis. Ils faisaient en sorte que régulièrement leurs designers aillent travailler soit dans d'autres entreprises pour essayer justement de stimuler leur créativité. Donc Charlotte, est-ce que tu arrives comme ça aussi à stimuler la créativité et l'ouverture d'esprit de ton studio créa? Alors, je pense qu'on y arrive pas mal, puisque Olivier Orsucci, qui est le directeur de création interne Ninkasi, est là depuis 13 ans. En fait, comment on fait ? Déjà, c'est quelqu'un de très curieux, de très ouvert, mais aussi, chaque année, on se fait accompagner, comme je le disais, sur des sujets ponctuels pour qu'ils puissent se challenger, se nourrir, que ce soit sur un sujet packaging, que ce soit sur un sujet campagne de com ou de pub. Soit on travaille avec des consultants freelance, planeurs strat ou directeurs de création, soit ils travaillent avec des freelance concepteurs et rédacteurs pour arriver à faire un team créatif et faire du ping-pong pour pouvoir justement nourrir sa créativité. Et après, il est vrai que chez nous, pour ne pas lasser un studio créa, on a des sujets qui sont d'une diversité folle, entre faire une campagne de pub pour des whisky, créer des packaging produits, faire une charte d'aménagement pour un bar-resto, créer des programmes pour un média culturel, etc. Il y a quand même une diversité des sujets qui donnent à manger à nos créatifs. Tu parlais de whisky. On ne fait pas de whisky dans une brasserie ? Alors, dans une brasserie-distillerie, si. En fait, il faut savoir que la base du whisky est exactement la même que la bière. C'est-à-dire que la première étape, cette espèce de mou de céréales d'orge maltais en l'occurrence, est la base aussi du whisky. Alors, soit on l'envoie à la distillerie, il va être distillé pour faire un distillat et ça va devenir un spiritueux, soit un gin, soit de la poire, soit de la vodka, soit si on choisit de le faire vieillir en fût de chêne, au bout de 3 ans, ça deviendra un whisky. Et par contre, si ce mou reste à la brasserie et qu'on y ajoute des houblons, eh ben ça deviendra une bière. Ça veut dire qu'il faut du temps pour faire du whisky. Donc c'est des projets qui sont assez longs. C'est quelque chose d'assez nouveau chez Ninkasi, tout ce qui est la partie spiritueux, non ?
Oui, et c'est formidable de travailler sur un temps long comme ça, parce qu'en fait, on construit un chai et finalement des produits qui vivront bien plus longtemps que nous. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. Et la distillerie, elle a 10 ans. On a fêté les 10 ans là, de la distillerie et on a commencé à distiller il y a 10 ans et notre premier whisky est donc sorti il y a 7 ans. Comment on fait pour se différencier sur un marché comme ça? Parce que du whisky... On va reparler des whiskies irlandais ou écossais, etc. Comment est-ce qu'on fait quand on est une marque lyonnaise pour se différencier sur ce marché des spiritueux? Alors, j'ai envie de dire, c'est quand même assez simple, hein, parce que s'il y a bien un marché qui a une image hyper vieillotte de fauteuil club cuir Mad Men et compagnie, c'est le whisky quoi, associé au cigare, au fauteuil club. Donc finalement, prendre le contre-pied de cette image-là, c'est ce qu'on a essayé de faire parce que c'est l'ADN de Ninkasi. La marque Ninkasi, c'est une marque moderne, rock, un peu hip-hop, etc. Donc on a choisi ces codes-là de la marque pour les amener aux codes du whisky en disant cassons les codes finalement qui sont très vieillots, qui correspondent plus du tout aux consommateurs actuels de whisky, hein, qui sont des quadras ou des quinquas, qui sont pas du tout à fumer des gros cigares dans un fauteuil club. Donc juste collons l'image et le storytelling de nos produits à la réalité de ce que vivent nos consos. Et je crois que ça va jusqu'au cocktail. On parlait tout à l'heure, tu disais, la bière, c'était quelque chose qui était presque inconnu il y a 30 ans quand il y a eu la création de Ninkasi. Aujourd'hui, on voit l'arrivée il y a quelques années, l'arrivée des craft beer et de plus en plus de distilleries s'implantées en France. Je crois qu'il y en a 1700 ou quelque chose comme ça en France. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Et là, aujourd'hui, il y a une petite vague du cocktail qui revient, qui est très présent dans d'autres pays en Europe. Quand on va en Espagne, il y a on vient plein de bars à cocktails avec des choses qui soient soit très bas de gamme, soit très haut de gamme, avec des prix complètement différents. Aujourd'hui, avec une gamme de spiritueux, vous rentrez aussi dans cette tendance du cocktail. Et est-ce qu'on trouve encore aujourd'hui des cocktails dans les Ninkasi? Oui, bien sûr. Elle a même agrandi, on a même agrandi la gamme cocktail dans les Ninkasi. En fait, effectivement, comme tu le dis, la mixologie est en train de vivre ce qu'a vécu les bières craft il y a 15-20 ans. On le voit aux États-Unis, qui a un marché un peu précurseur sur toutes ces tendances-là. La mixologie a explosé il y a 5-10 ans. Et donc voilà, maintenant, c'est en train d'arriver en Europe. Donc, on a effectivement un gros essor des cocktails sur toutes les cartes des bars-restaurants. Et chez nous, c'est exactement pareil. Mais j'ai envie de te dire que les alcools à cocktail, on les a même fait avant de faire du whisky, puisque comme le whisky, il faut 3 ans pour pouvoir rentabiliser nos alambics et la production de notre distillat. On a d'abord sorti vodka, gin et poire qui servent à faire les cocktails dans nos bars resto. Et effectivement, maintenant, on a une gamme de spiritueux très colorés, très pop, qui servent à produire tous les cocktails qui sont vendus dans nos bars resto. J'ai vu qu'il y avait de la menthe poivrée, c'est ça? Ah ouais, on vient de sortir cette année une innovation, une menthe poivrée, et qui, à la différence de ses très célèbres concurrents, est une liqueur qui est faite à base de feuilles de menthe exclusivement et pas d'arôme artificiel, puisqu'on est une brasserie artisanale, c'est-à-dire qu'on s'engage à n'utiliser que des ingrédients naturels dans tous nos produits. Il y a une grande diversité de communication, de communicants dans ton équipe. Tu parlais de ton directeur de créa, c'est quand même assez surprenant, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une agence, on va appeler un chat un chat. Il y a la marque Ninkasi, les établissements, il y a le producteur de spectacles, puisque vous avez ce fameux fonds de dotation où pendant 2 ans, tu as des groupes de rock, ou il y a des groupes de hip-hop aussi. Ah ouais, il y a des groupes de toutes les musiques actuelles, en fait. On est très éclectique. Ah bah, toutes félicitations, moi j'ai adoré faire de l'éclectisme aussi. Et au-delà de ce fait, quand on a des spiritueux, des vraies marques de spiritueux, c'est pas un peu compliqué pour toi, Charlotte, d'avoir tous ces satellites au-dessus de la tête, ou est-ce que au contraire, c'est justement ça qui est excitant? C'est-à-dire que tu ne fais pas toujours la même chose, l'affiche pour ci ou pour ça. Soit ça doit être épuisant, soit au contraire, c'est ça qui excite. C'est quoi pour toi? C'est un mélange des deux, ou au contraire, c'est ça que tu trouves sensationnel? Non, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est d'abord hyper excitant. C'est ce qui fait qu'on s'ennuie jamais. C'est ce qui fait que j'ai une telle fidélité des équipes comme au Ninkasi. C'est ce qui fait que 4 ans après ma prise de poste, je m'éclate toujours autant et j'ai encore des milliers de projets dans ma valise pour le Ninkasi. Mais c'est ce qui t'oblige aussi à bien ranger ta chambre. Parce que effectivement, il y a tellement de sujets. On a souvent des débats en disant « Ok, qu'est-ce qu'on priorise? C'est quoi le message principal en fonction de nos cibles, etc. » Donc, il faut être hyper organisé et structuré pour pas que ce soit un gros foutoir, quoi. Comment ça se passe très concrètement? Vous avez tous les lundis un planning ou vous avez un comité éditorial?
Alors ouais, on est hyper structuré. On a pour Ninkasi Stories un comité édito comme une rédaction qui se réunit tous les lundis. Moi, j'ai un point avec mon équipe com chaque lundi matin où on fait le planning de la semaine. Ce planning, il est construit en fonction d'un plan d'action semestriel qui découle lui-même de la stratégie de communication pour qu'on soit hyper cohérent. Et on a aussi une réunion qui est très importante chaque semaine, qui est une réunion marketing com où on s'aligne avec les chefs de produits, bière, food ou musique, pour se mettre d'accord sur les messages clés dans les établissements pour pas que ce soit chacun dans son couloir de nage et la foire d'empoigne. Oui, moi j'allais enchaîner. On a parlé beaucoup de bière, de whisky. Tu peux nous parler du food, parce que c'est aussi important dans un restaurant. Nous, la food, dans nos établissements, elle est au service de la bière. C'est-à-dire qu'on va créer des cartes de produits que tu as envie de manger ou qui te donneraient envie de manger quand tu bois une bière. Donc, le burger est central, c'est l'ADN et l'historique de l'entreprise. On essaye de créer une carte qui soit gourmande et la plus responsable possible et qui reste accessible parce que ça fait partie des valeurs Ninkasi. Et rien que ces 2 derniers points, c'est une véritable gageure à l'heure actuelle avec toute l'inflation sur les matières premières, les tensions sur les marchés. Voilà, on fait notre bilan carbone tous les ans. Donc voilà, c'est très compliqué, mais on y met beaucoup d'énergie et de cœur. Qui vient dans les établissements Ninkasi ? C'est des gens qui ont entre 20 et 30 ou c'est relativement divers et varié ? Alors, c'est rigolo que tu poses cette question parce qu'on en parlait l'autre jour, parce qu'en fait, quand on fait un brief, les gens nous disent toujours « Ah, mais votre cible, elle est trop large quand on fait votre brief ». Comme très souvent. Mais le problème, c'est que Ninkasi, c'est vraiment des lieux de brassage au sens propre. Tu vas dans un Ninkasi, tu vas trouver à midi des collègues qui viennent là déjeuner. Tu vas voir ces mêmes collègues ou d'autres qui reviennent en after work. Tu vas avoir des familles qui viennent après la sortie ciné manger au Ninkasi ou avant la sortie ciné. Tu vas avoir des dates Tinder et tu vas dans un Ninkasi et je pose la question tous les mois en intégration. Est-ce que cette diversité de profils-là qui va de 18 ans avec des groupes d'étudiants qui viennent faire la fête à plus de 60 ans, des gens qui ont connu Ninkasi il y a 28 ans et qui sont fans de la marque puisqu'on est une love brand sur le territoire lyonnais, qui sont là. Et oui, cette diversité des publics, on l'a réellement dans nos établissements. C'est ça la vraie vie. Mais est-ce que ça n'est pas, pour autant, parfois, je dis bien parfois, Charlotte, avec tes équipes, un peu épuisant quand même ? Oui, on a un rythme qui est très très dense. C'est rigolo parce que les gens de l'externe, comme on a un territoire de com qui est très fun, très léger, ils pensent que ça sort du chapeau comme ça et que c'est hyper facile. Et je sais qu'on a beaucoup d'alternants ou parfois de nouvelles recrues qui sont un peu scotchés de constater à quel point c'est du taf, quoi. Et que c'est pas si drôle. Et que, alors si, franchement, ça reste vraiment fun. Enfin, moi, je pense que on a de la chance de faire un métier enfin, qu'on adore tous dans mon équipe et surtout de le faire sur un terrain de jeu où on s'éclate, vraiment. Pourtant, il y a encore cette image de la com, c'est pas un vrai métier, les gens de la com, ils bossent pas vraiment. Est-ce que tu as encore ça chez Ninkasi ou est-ce que le fait d'avoir une communication qui est très décalée, ça donne pas l'impression que c'est facile finalement ? Ah si, il y a plein de gens qui pensent que c'est facile. Et puis après, quand on leur montre notre métier ou qu'on fait des vies ma vie, viens voir une journée. Donc oui, on peut avoir ce sentiment-là aussi parfois en interne. On l'adresse en expliquant, viens, je te montre quelles sont les missions d'un tel et un tel. Viens passer une journée avec nous. Tu verras qu'un tournage, c'est pas juste je m'amuse avec un téléphone, mais c'est quelque chose de très structuré, scripté, avec un conducteur et que c'est très sérieux en fait. Donc oui, ça demande toujours de la pédagogie. Mais après, je te rejoins. Quand j'étais dans le groupe Transat, sur la direction des marques Look Voyage et Vacances Transat, je me souviens de mon DG qui m'avait dit « mais de toute façon, dans toutes les entreprises, il y a autant de directeurs de la com qu'il y a de collaborateurs. » Et c'était très vrai. C'était très vrai. Tout le monde pense que c'est facile et que tout le monde peut le faire. Ouais. Ce qui est le gros souci de notre métier. Tout le monde peut faire de la com, comme tu le dis toujours très justement, Jean-François. Si tu as Word, tu sais écrire, normalement... tu vas pas prendre pour autant le nouveau. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis aux gens. La com, c'est un vrai métier et il y a beaucoup de gens qui viennent te voir en disant ah, mais à la com, vous avez un appareil photo, vous pouvez faire une super photo, etc. Mais c'est pas parce que tu as un outil, c'est pas parce que tu as Word que tu vas pouvoir écrire le prochain prix Goncourt et c'est pas parce que tu as un super appareil photo que tu vas être le prochain Robert Doisneau. Donc voilà, la com, ce sont des vrais métiers et c'est bien de le rappeler et c'est bien de. Ce que dit Charlotte, c'est de montrer que derrière, même si la communication, elle est avec sur le ton de l'humour, sur le ton très décalé, mais derrière, ça correspond bien à du jus de cerveau et à beaucoup de travail. Et surtout dans le côté culturel, dans le secteur culturel, où justement on ne voit, moi j'ai en face de moi, j'ai donc cette affiche de Muse qui est passée au Ninkasi, sachez-le chers auditrices et auditeurs, si vous savez encore ce qu'est Muse.
Muse, un des plus grands groupes de ces 30 dernières années. Ils sont passés le 10 janvier 2000, donc 2 ans après que je les ai vus, et personne ne pensait que ce trio allait faire un carton qu'il a fait. Et donc, Juste après ta naissance, Laurent. Oui. Ah non, moi je suis né en 2004, pardon. Autant pour moi. Non, trêve de plaisanterie, quand on est en plus dans la culture, on voit ces magnifiques affiches, on voit tout ce côté très funky, et au final, quand je disais que c'était pas drôle, mais non, en fait, c'est un vrai métier, que c'est de la réflexion, et que c'est pas si facile. Ouais, et c'est encore plus vrai dans l'événementiel, parce que j'imagine quand tu vois un concert, ça a l'air simple, hein, le chanteur, il arrive, il vient sur scène, il chante, il sort sa guitare, il joue, tout a l'air facile, mais derrière, on voit pas les centaines de camions qu'il a fallu décharger pour monter une scène, toute la sono qu'il a fallu installer, tous les gens qui sont en coulisses, et ça se voit pas, et c'est la même chose sur les événements d'entreprise. Quand tu fais un séminaire, les gens disent « Ah, le séminaire s'est bien passé », mais ils n'ont pas vu tout le temps que tu as passé à tout organiser, à tout préparer, et ça c'est souvent invisible, donc ça doit être aussi peut-être un peu frustrant, non Charlotte, où on se rend pas compte du travail qui a été accompli. Non, moi ça me frustre pas, et j'ai envie de dire c'est même l'objectif. Plus on trouve que c'est facile, bien fait, moins on se doute qu'il y a du travail derrière, alors que c'est sûrement là où il y en a le plus. Et finalement, c'est ça notre métier, en fait. Les coulisses, ça nous regarde. Après, le résultat, il est là. Les gens, ils doivent le vivre. Ils doivent vivre l'événement. Ils doivent vivre le concert. Ils doivent consommer nos programmes. Et s'ils les trouvent top et qu'ils disent « Ah, c'était génial, c'est passé hyper vite », bah tant mieux, ça veut dire qu'on a très bien travaillé. Voilà, c'est fini pour cette première partie en compagnie de Charlotte. Elle revient très très vite dans un autre épisode.